Donc Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, j'ai le plaisir de lancer un second temps donc, sur le sujet de la journée sur les communaux, communes rurales, comment mieux assembler des maillons sous-estimés de la République. Alors je ne sais pas si c'est les communaux ou si c'est la commune qui est sous-estimée. On pourra faire une discussion là-dessus si vous le souhaitez sur les communes rurales. En tout cas, il y a un sujet qui est par définition déjà un peu abordé dans la première partie de vos échanges ce matin. Mais effectivement, on va essayer de travailler sur la question de l'intracommunal. Je vais dire les choses comme ça a déjà été un peu abordé, mais le maire rural aujourd'hui ou la maire rurale aujourd'hui, elle est extrêmement sollicitée à l'extérieur de sa commune par des mécaniques institutionnelles, réglementaires, qui l'amène plutôt à avoir un regard ou une attention ou une préoccupation qui l'amène beaucoup sur les outils intercommunaux. Ils ont été cités à de nombreuses reprises. On pense bien sûr aux établissements publics, on pense aux syndicats, on pense aux parcs, aux SCOT, etc. Enfin, tout ça est une grammaire qui est assez complexe et accaparante dans l'agenda de l'élu local. Et pour autant, ça a été aussi évoqué juste auparavant par la maire de Sovia, il y a une attention nécessaire et permanente aussi à l'écoute de la vie intérieure du village avec ses habitants. Et puisque c'est l'objet du jour, les sections de communes, les biens de section, les ayants droit. Et donc, puisque c'est cet objet-là, on va essayer de l'illustrer avec... alors on va faire un voyage, on va continuer à voyager. Là on était dans le Puy-de-Dôme, on a parlé de l'Ain et là on va faire une focale sur la Haute-Loire, un beau département, 230 000 habitants, 5 000 km² en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec deux élus, Marie-Laure Munier, maire de Saint-Paul de Tartas et également conseillère départementale de la Haute-Loire. À distance, Alain Châteauneuf, maire de Chanaleille, en Haute-Loire aussi. Ces deux villages que je vous invite à découvrir. J'ai eu la chance de le faire et c'est vraiment des très très belles communes et je les laisserai aussi avoir sans doute un propos de valorisation. À l'Association des maires ruraux de France, il y a en 2017, à l'occasion du débat sur l'élection présidentielle, on a fait une proposition qu'on continue à faire ici dans cette enceinte auprès des parlementaires ici ou à l'Assemblée nationale, d'introduire la notion d'espace dans la Constitution. Ici, on est dans une chambre qui est réputée s'occuper des territoires et des collectivités territoriales, mais la notion d'espace n'existe pas en tant que telle et que beaucoup de paramètres de la gestion publique sont liés à la question du nombre d'habitants. Et donc, par nature, le monde rural se voit très largement pénalisé dans un certain nombre de mécanismes. C'est pas l'objet de la discussion, mais ça crée un contexte spécifique que je convoque, notamment à l'aune du débat qu'on a ce matin sur le fait de travailler avec des ayants droit, mais sur des sujets qui concernent une partie de l'espace infraspatial de la commune et qui est une partie de la commune. Ici, le président de l'Assemblée qui a eu la gentillesse de nous honorer de sa présence à l'occasion de notre dernier congrès, est connu pour ses formules, et notamment celle de dire la commune est une petite république dans la grande. Les biens de section, c'est une petite partie de la commune dans la grande, qui est cette commune et qui n'est pas nécessairement petite et qui a des espaces et une superficie. Et c'est pour ça que notre président Michel Fournier a coutume d'inviter ses collègues maires de toujours présenter la commune avec le nombre d'habitants et la superficie, et pas simplement le nombre d'habitants, parce qu'effectivement, on va toujours être dans une forme de hiérarchie implicite. Et donc, c'est important de le dire aussi. Donc, on laissera Marie-Laure et Alain nous expliquer comment ils gèrent cette question-là à l'intérieur. Et moi, j'ai une série de questions. On l'évoquera toujours en Haute-Loire avec Alain de Gors, membre de la section de communes à Retournac, dont on a entendu tout à l'heure un autre témoignage, mais qui peut-être nous dira aussi de manière aussi un petit peu opérationnelle et empirique comment se passent les relations et comment pourraient se passer les relations entre une commune, un conseil municipal et les membres des sections.
On a le plaisir aussi d'accueillir Didier Rang, qui est le secrétaire de l'Union des prud'hommies de pêche. Donc, je pense qu'à vous comme à moi, il va avoir la chance de nous expliquer ce que c'est qu'une prud'homie de pêche. Il a la chance de vivre un petit peu plus au sud, alors la chance ou la malchance, peu importe, selon le point de vue, dans une magnifique commune qui est la commune de la Seine-sur-Mer, dont on a eu la chance de côtoyer un des maires, Marc Villemot, pendant très longtemps, président de l'association Ville et Banlieue. Et c'est aussi une manière de dire que l'interterritorialité, que ce soit à l'intérieur d'une commune ou dans le pays, c'est important de se parler à l'intérieur de ces espaces-là. Et il nous expliquera aussi la spécificité des prud'hommies de pêche. Mais je pense que c'est utile dans le débat sur effectivement ces entités collectives avec des grammaires de fonctionnement spécifiques, comment elles s'organisent. Moi, j'ai retenu des premiers échanges de ce matin pour introduire, et avant de passer la parole à Marie-Laure, des sujets qui côtoient la thématique. Il y a un sujet, il y a un terme qui n'a pas été exprimé, qui est celui de la subsidiarité. Ici, y compris dans cette assemblée, on nous parle souvent du principe de subsidiarité. Comment est-ce qu'on organise les choses pour que ce soit le plus agile et le plus habilement géré au bon niveau, c'est-à-dire là où on sait le faire. Et si on estime qu'on sait le faire à cet échelon-là, c'est pas nécessaire de le gérer ou de le faire, de le dézoner pour qu'il soit géré à une plus grande échelle, et notamment depuis un lieu qui est par définition plus à distance et qui parfois apporte une perte de maîtrise des enjeux et des interlocuteurs. Et aussi un autre sujet transversal qu'on observe beaucoup dans nos territoires ruraux sur la question d'un terme que Jean-François a évoqué ce matin, la question de l'abandon, du sentiment d'abandon. Moi, ce que je constate, c'est que les maires et les conseillers municipaux sont des opérateurs de la considération. Et de la considération, pourquoi ? Parce que c'est le premier maître de l'action publique, et donc ils sont, en plus de l'entité politique, dans une proximité effective qui fait que les débats qu'on a commencé à toucher du doigt ce matin, où on sent qu'on alterne parfois avec de la conflictualité, de l'animation et de la co-construction, ça peut se faire parce que les gens se parlent. Et pour se parler, il faut être en proximité. Ça ne veut pas dire, et la preuve, vous êtes là ce matin à Paris, mais vous avez en tête la gestion de votre commune, même en étant ici, et que quand vous allez y retourner, vous allez croiser des gens de bien de section, etc. Donc cette question-là de la subsidiarité, un point essentiel. Une autre idée sur laquelle je vais peut-être attendre que vous puissiez vous exprimer, c'est aussi, si je synthétise un peu ces tensions-là, le maire, il est aussi parfois un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Hein, c'est cette tension entre, d'un côté, la nécessité de gérer des sujets avec des entités locales, versus le fait d'être aspiré, je l'ai dit un petit peu au début, par des mécaniques qui sont extrêmement chronophages, qui ne sont pas toujours dans une logique où l'élu maîtrise énormément de choses. Et on travaille notamment beaucoup, nous, sur la question de la place de la commune dans l'intercommunalité. Et je pense que c'est aussi un espace de réflexion qui peut nourrir aussi la manière de gérer à l'échelle communale la coopération, la co-construction, même si ça a été dit par l'avocat, c'est pas nécessairement une collectivité territoriale, mais c'est bien une communauté organisée, et qu'à ce titre-là, il est sans doute possible d'appliquer un certain nombre de règles. Voilà un petit peu, moi, les points saillants de l'ouverture que je voulais faire pour vous inviter. Donc, Marie-Laure, merci d'être venue à la rencontre des participants depuis donc cette belle commune là, de la vallée de l'Allier, qui est vraiment magnifique. Peut-être nous dire un petit peu comment vous, de manière empirique, concrète, comment se gère la relation entre le conseil municipal, vous, en qualité de maire, et puis ces acteurs, comment ils se définissent et comment ils s'organisent et comment ce compagnonnage sur ce territoire-là se déroule. Merci de nous laisser la parole. Alors, effectivement, je suis maire de Saint-Paul-de-Tartasse depuis 2020. Je vais vous donner quand même le rapport aux sections que l'on a, parce qu'effectivement, nous avons eu une opération de communalisation des biens de section sur la commune de Saint-Paul-de-Tartasse par l'équipe
précédente, l'équipe municipale précédente. Je suis d'ailleurs accompagnée de mon adjoint Bernard Jala qui est avec moi et qui était lui dans l'équipe municipale précédente mais en tant qu'opposant. Et effectivement, il a bien entendu les débats, il a essayé de faire valoir ce que pouvaient apporter les sections. Et effectivement, une délibération a été prise pour communaliser ces biens de section. Nous avons été défendus par Maître Riquet, qui était présent tout à l'heure. Et effectivement, c'est plus d'une centaine d'habitants qui se sont levés en disant « mais nous ne sommes pas morts, nous existons, nous avons envie de faire valoir nos droits et nous demandons à monsieur le préfet de retirer la délibération prise ». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et cet acte a été fondateur pour nous, puisqu'effectivement, c'est aussi ce qui a nourri notre envie de nous engager au niveau municipal, de nous présenter avec un projet de mandat en 2020 et qui nous a porté justement à la mairie de Saint-Paul-de-Tartas, avec une volonté effectivement de ne pas les faire disparaître, ces biens de section. Comment vous dire, je suis membre d'une section et pour moi c'est assez viscéral, c'est inscrit en nous. Quand on va se promener dans une forêt de notre section, ça nous appartient un petit peu à nous. Et quelque part on mesure tout l'effort de ce que nos prédécesseurs ont fait et tout ce que nous avons à faire, toute la responsabilité que nous avons pour justement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, pouvoir transmettre ce patrimoine à nos enfants avec une gestion durable, avec une vision d'avenir. Et effectivement, la question a été comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble et comment est-ce qu'on arrive à se parler. Pour préparer les élections municipales de 2020, je me suis un petit peu documentée. Il y a notamment une loi qui est assez intéressante, c'est la loi Engagement et Proximité de 2019, qui permet d'associer des personnes, des élus, mais aussi des citoyens, à des réflexions sur des sujets qui intéressent la commune. Eh bien, c'est ce que nous avons décidé de faire. Effectivement, à l'issue des élections municipales, dans les 6 mois, nous n'avons pas convoqué les commissions syndicales. Comme l'a dit Madame le maire de Sauvia, il y a beaucoup à faire quand on arrive à la tête d'une commune. Nous n'avons pas pu convoquer de commissions syndicales. Par contre, nous avions une vraie volonté de travailler avec les habitants parce qu'ils ont cette connaissance des coupes de bois qui ont été menées. Et nous avions aussi envie de ne pas être juste dirigés par des organismes d'État, entre parenthèses l'ONF. Donc effectivement, nous avons mis en place le comité consultatif des bois de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. On a ouvert un appel à tous les citoyens de Saint-Paul en disant nous souhaitons travailler sur le sujet du bois. On sait qu'en tant que citoyen, vous êtes très intéressé par cette thématique. Souhaitez-vous intégrer cette commission? Et effectivement, cette commission, elle est composée d'élus, elle est composée également de citoyens et elle a pour vocation de conseiller le conseil municipal. C'est vraiment l'idée de se dire, donc on convoque cette commission 2 à 3 fois par an. On essaie d'associer également l'ONF, puisque nous sommes commune forestière, nous avons beaucoup de biens de section plantés et nous sommes commune forestière. Et effectivement, nous avons des plans de gestion qui sont établis par l'ONF. Et on s'est rendu compte, nous, que finalement, les organismes d'État, ils ne travaillent pas toujours quand même dans l'intérêt des affouagistes, des habitants. Et que parfois, l'ONF avait un intérêt aussi à mener des coupes de bois parce qu'elle prend un pourcentage sur les ventes, 10% au passage, c'est pas rien. Voilà, donc vraiment l'idée c'était de recréer du lien, du dialogue, de mettre en place cette commission. Elle se réunit toujours. Elle se réunit généralement avant que le conseil municipal délibère, notamment pour l'assiette des coupes de bois. L'idée c'est bien de savoir de quoi on parle et est-ce que c'est juste ou pas. Et est-ce qu'on n'oublie pas les affouagistes. Et ce qui est parfois difficile, c'est que quand nous délivrons des coupes de bois à nos affouagistes, nous sommes très exigeants avec eux. On leur demande de bien nettoyer les bois, de ne pas abîmer les petits semis, d'être responsables, respectueux pour justement avoir une gestion durable. Et parallèlement à ça, quand on a des coupes menées par l'ONF, c'est pas toujours le cas. Pourtant, on a bien des professionnels de la forêt qui interviennent dans les forêts. Mais je peux vous dire que les tensions, elles sont plutôt là aujourd'hui au niveau de notre commune, entre les membres de la section qui trouvent que parfois les professionnels de la forêt font du travail bien moins respectueux de nos forêts que les membres des sections qui, eux, s'évertuent à ramasser les tas de branches, à laisser une forêt où on peut aller ramasser les champignons. Voilà, les conflits sont plutôt à ce niveau-là. Merci. En écho, et peut-être pour compléter cette présentation, comment est-ce que au niveau d'une section de commune, la salle de Retournac, comment s'organise le dialogue, Alain Lagorce? Comment on a vu dans la première partie avec Marc que ça pouvait avoir des dimensions un peu de tension, mais c'est dans un cadre de dialogue.
Comment ça fonctionne? Bon, alors moi, au départ, je me suis posé, alors bonjour à tous, je me suis posé un peu la question de la légitimité de ma présence ici, parce que je suis pas grand-chose. Je suis que le secrétaire de garant de la forêt de Miosne. Et les garants, c'est une sorte de corps intermédiaire qu'on a fait élire quand on nous a refusé une commission syndicale. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu un bras de fer énorme. Il y a eu du contentieux, le tribunal administratif, la cour d'appel, un recours déposé en cassation, qui nous a permis de bloquer la situation d'exploitation de la forêt. Et pendant ce temps, on peut prendre cette image-là. On a pu tordre le bras à l'ONF. La torsion du bras ici consistait simplement à les amener autour d'une table avec des spécialistes de la biodiversité. Avec nos requêtes à nous, on vient de s'apercevoir qu'une de nos demandes qui a été satisfaite à ce moment-là sur le plan d'aménagement de la forêt, là, je rejoins complètement Marie-Laure là-dessus, vient d'être reprise par le préfet 15 ans après. Donc c'était une mesure qui visait à ne pas faire de coupe à blanc de plus de 1,5 hectare. Nous, c'était ça, c'est fait en 2010. Et donc cet organe qu'on a mis en place, on pourrait dire qu'il n'a pas de place juridique. Hein. Lui aussi, c'est un ovni. Sauf que dans ma section, c'est une forêt de 171 hectares donnée par un seigneur. C'est fait. On a des documents depuis 1265 sur cette forêt. On est 110 familles d'ayants droit. Et bien avant les communes, puisqu'on est répartis sur 3 communes, le territoire n'est que sur 2 communes, mais 3 communes ont des droits dessus. Il y a 7 villages, il y a 110 familles d'ayants droit. Et donc on organise l'affouage. Nous maintenant, avec l'ONF. Et puis maintenant, on a de plus en plus une place importante. Et là aussi, moi aussi, je vais faire comme tout le monde. Je vais remercier la chaire Valcom qui nous donne, nous, une forme de reconnaissance qu'on n'avait pas auparavant. On en avait une, je vais le faire très court. Il nous disait généralement, avant le 5 février, lancement de la chaire Valcom, vous êtes des emmerdeurs. Un mois après, il nous disait, j'aime beaucoup ce que vous faites. On n'a pas changé du tout notre façon de faire. On n'a jamais changé notre façon de respecter les élus. Je pense que c'est un des points qui a été abordé déjà sur le dialogue et la création de portes honorables de sortie. Donc on les a mis en avant, y compris dans les conflits de 2022, où on a proposé de rédiger ensemble les communiqués de sortie de crise, de façon à montrer qu'on était capable de sortir d'une crise à deux. Mais ça passe... Je veux dire, le dialogue, il passe par la reconnaissance, la construction de l'identité. Donc, nous, on a commencé à reconstruire l'identité de notre section, on communique là-dessus. Les nouveaux arrivants, on les accueille, on leur explique où ils tombent, on leur dit que ce n'est pas un piège, que c'est historique, qu'ils vont avoir à la fois des droits et des devoirs. Et en fait, on les assimile à une communauté. Il y a à peu près un mois, je suis allé rencontrer des nouveaux arrivants. Alors eux, ils venaient de se faire capter par le gars qui s'occupe du château, des animations médiévales. Ils arrivaient de la ville. Hein. Puis c'est moi qui y suis allé. Ah, mais dites, vous habitez là tout le temps? Oui. Vous avez des droits. Vous allez venir avec nous aux Journées du patrimoine. On vous expliquera tout ça. Et à la fin, quand ils ont compris qu'ils étaient englobés dans une communauté, qu'effectivement, j'ai entendu ce mot, et je l'aime beaucoup, on faisait société, ils m'ont dit, on est arrivé au paradis. Je dis non, peut-être pas au paradis, mais déjà, vous êtes arrivé dans un endroit où on est en train de reconstruire quelque chose qui avait été détruit. Voilà. Et on est passé par une forme de gouvernance qui n'existe pas juridiquement et qu'on a fait accepter au départ, je le précise quand même, dans une épreuve de force, où il a bien fallu se positionner et demander aux gens de se positionner. La charte fait partie de ça aujourd'hui. C'est aller dire aux gens, va falloir vous positionner et assumer, mais on n'est pas vos ennemis. Regardez, alors là, je le mettrai à disposition, j'en ai quelques-uns ici pour les gens qui veulent le voir. Je leur dis, regardez notre travail, il se fait sans que vous fassiez quoi que ce soit, il se fait à bas bruit et on s'occupe de nos gens. Hein. Nos gens viennent leur fournir, alors ça c'est la photo des filles qui viennent de faire une formation en mixité choisie, 12 filles, avec 2 formatrices accueillies par la garde forestier et la maire de la commune. Donc on prouve par cette formation, la formation, on sait en donner, on sait en faire, mais que c'est une forme particulièrement moderne qu'on a choisie, qui a permis de changer un paradigme dans la forêt. Et ça, c'est un concept moderne qui est soi-disant fait dans un environnement ancestral et qui devrait disparaître. Donc là, aujourd'hui, on a l'inverse. On a la preuve d'une réussite d'un modèle ancien qui est capable d'évoluer, qui a une résilience folle et qui se réinvente tous les jours. Les bûcheronnes en question, elles ont un groupe WhatsApp
Elles travaillent ensemble maintenant. Quand il y en a une qui a un lot de bois, elle appelle les autres et elles travaillent ensemble. Voilà. Est-ce que dans ce contexte-là, on voit aussi ressurgir d'autres choses sans qu'elles soient forcément explicitées comme telles? Est-ce que vous deux, dans les positions qui sont les vôtres respectives, vous êtes aussi l'incarnation de formes d'engagement au service d'un territoire? Vous y rentrez pas par la même porte, mais vous avez un même objet, c'est d'agir et de donner du temps de vos vies personnelles. On sait que c'est un sujet, alors je fais une petite pastille, même je crois qu'il je sais plus s'il reste des parlementaires dans la salle, mais il y a une loi qui est en train de finir son parcours sur la question du statut de l'élu. Et donc le statut de l'élu est derrière de l'engagement, et qui est une manière de donner un certain nombre de conditions dans l'exercice du mandat, parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous évoquez tous les deux, c'est que c'est du temps de dialogue, c'est du temps de débat, plus ou moins organisé, plus ou moins codifié, mais qui à un moment donné consiste à passer du temps sur votre vie privée, votre vie personnelle et votre vie professionnelle au service de cette cause-là. Comment est-ce que tous les deux vous voyez ce sujet, notamment dans peut-être les difficultés liées à cet engagement-là, à ces conditions, et il y a la question de la concordance. Quelque part, on l'a dit tout à l'heure, les élus, ils ont un certain nombre de paramètres temporels codifiés par le droit, etc. Comment est-ce que tout ça peut s'organiser, et qu'est-ce que vous, par exemple, vous pourriez proposer ou suggérer comme forte? Alors il y a la question de la charte, mais dans la manière de rendre possible davantage ce travail de co-construction, je mets aussi en écho à cette question une évolution, alors pour le coup qui est une nouveauté qui a été validée par le législateur il y a quelques mois. C'est on va avoir une petite révolution pour les 25 000 communes les plus petites, pour reprendre cette formule, les communes rurales de moins de 1000 habitants qui vont passer au scrutin de liste. Et donc pour ce qui nous concerne, l'association nationale des maires ruraux, c'était une grande victoire dans la mesure où ça permettra de dire vous avez un dialogue et un débat démocratique avant l'élection, sanctionné par le vote, mais ce qui va permettre d'être sanctionné, c'est une équipe et un projet. Est-ce que, par exemple, c'est des sujets qui pourraient, peut-être de manière plus formelle que ça peut déjà exister de manière empirique dans le cadre légal actuel, par exemple, introduire la question de la gestion des biens de section dans le projet communal? Voilà un petit peu quelques questions sur lesquelles j'avais envie de vous interroger. Peut-être Marie-Laure. Je veux bien réagir. Tout à l'heure, le philosophe disait « les gens ne sont pas en prison, ils peuvent se parler ». Alors moi, il m'est arrivé souvent au cours de ce mandat de me dire « oui, on peut se parler, mais est-ce que les gens ont vraiment encore envie de faire ensemble et de s'investir gratuitement ?» Parce qu'il y a quand même une notion qu'on a effleurée tout au long de la matinée, c'est la capacité des membres des sections à faire du bénévolat. Et moi, dans mon mandat, ce qui m'a particulièrement choquée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme sociétale qui consiste à dire que le bénévolat, ce serait presque mal, que si on fait du bénévolat, c'est qu'on a un intérêt à la chose, c'est qu'il y a quelque chose à retirer. Ça a été assez fondateur pour nous également, parce qu'on s'est dit, nous, on fait quand même beaucoup avec du bénévolat. Dans les biens de section, c'est pareil. Ces sections, elles peuvent faire énormément avec peu de choses. Elles peuvent nous permettre de nous chauffer localement, elles permettent de contribuer à la biodiversité. Dans un contexte économique où on a de moins en moins de moyens, c'est quand même terrible de tirer sur cette forme qui constitue un élément quand même remarquable qui permet de faire beaucoup avec peu. Et effectivement, nous, quand on a fait le diagnostic un peu de tous ces éléments, de toutes ces critiques, on s'est dit il faut vraiment qu'on arrive à mieux valoriser les gens qui s'investissent. Et à ce moment-là de notre réflexion, on nous a présenté un label qui s'appelle Village Citoyen, qui nous a particulièrement parlé parce qu'en fait, c'est un label qui est porté par l'association Empreinte Citoyenne, qui apporte beaucoup de méthodologie en fait aux démarches. C'est pas une démarche descendante de Paris qui vient vous apporter, vous dire comment il faut faire sur vos territoires.
C'est plutôt une méthode ascendante où finalement on regarde tout ce qui se passe sur les territoires, on labellise des communes qui ont envie de faire avec les habitants, qui ont envie de valoriser les habitants. Donc c'est en fait une démarche avec plusieurs pétales de rose qui permettent justement de dire comment on fait avec les habitants et comment nos communes peuvent permettre justement de mieux associer les citoyens. Alors, je tiens vraiment à le relier, tout à l'heure dans l'introduction, vous avez parlé de la question des gestions de transmission des ressources et de gouvernance. Et moi, j'y tiens vraiment parce que finalement, dans cette gestion des biens de section, il y a vraiment une question de démocratie locale, pas de démocratie participative, j'y tiens. Parce que la démocratie participative, effectivement, ça peut s'apparenter à un certain n'importe quoi. La démocratie que moi je vis au niveau municipal, c'est une démocratie où les élus ont été élus pendant 6 ans pour mener à bien les choses de la commune, avec toutes les cartes en main pour décider comment on décide de l'avenir d'une collectivité, quelles décisions courageuses il faut être capable de prendre pour que demain cette collectivité, elle aille bien. Et effectivement, la démocratie participative, parfois, c'est pas la démocratie au coin de la rue. Vous pouvez pas prendre des décisions solides. Ça pourrait s'apparenter presque à du populisme. Nous, on a été confrontés aussi à ce problème sur la gestion de l'eau, avec effectivement le Massif central, vous l'avez su, en 2022, a connu des sécheresses inquiétantes liées au réchauffement climatique. Et effectivement, ça nous suppose de nous réinventer en tant que collectivité. Les élus, effectivement, ils ont plein de choses en tête. Il y a ces questions de changement climatique, d'adapter nos communes au changement climatique. Il y a les questions budgétaires, comment on fait pour s'adapter au changement climatique. Il y a les injonctions de nos habitants qui ont envie d'être reconnus dans ce qu'ils sont. Et en même temps, il y a aussi les injonctions de l'État qui nous dit parfois, pour gérer les feux de forêt, la solution, ça va être de communaliser. Ça m'a fait sourire en début de réunion. Plusieurs d'entre vous ont souligné que les sections, elles permettaient justement de mieux gérer les bois, d'avoir des bois plus propres. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas du tout la vision qu'en ont nos hauts fonctionnaires, nos secrétaires généraux de préfecture. Au contraire, dans leur tête, c'est les sections, c'est l'anarchie, c'est la non-capacité à faire ensemble, à travailler ensemble. Donc finalement, je veux vraiment associer cette question de démocratie, de capacité à dialoguer ensemble, mais surtout cette capacité à faire. Et moi, si je suis maire aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, être maire d'une commune de 215 habitants, ça vous permet de mettre les mains dans la pâte, de faire. Pour moi, ça part de la base. Il faut que ça parte de la base pour qu'on puisse reconstruire quelque chose. Et effectivement, on a essayé, nous aussi, à notre petit niveau, de mettre en place des actions un peu innovantes. Donc, ce village citoyen, il nous parle parce qu'il rejoint un peu toutes les valeurs des sections, responsabiliser les membres. Nos membres des sections, ils sont responsables. Ils savent ce que c'est une gestion durable de la forêt. On n'a pas besoin de l'ONF qui vient venir nous expliquer qu'on va prendre des prélèvements de sol pour nous dire à quel moment il va falloir interdire aux habitants de rentrer dans la forêt parce qu'elle est trop sèche. Nos membres de la forêt, mais parce qu'on en est là quand même, on en est au point où la préfecture vous explique, vous inquiétez pas, quand ce sera très très sec, quand on sera en gestion de crise, on vous enverra une carte et vous direz aux gens, surtout ne rentrez plus dans les bois. Voilà, il faut toutes ces valeurs-là de responsabilisation, il faut former, il faut arriver à associer et surtout il faut qu'on arrive maintenant à faire ensemble. C'est le plus important. Dialoguer, c'est la première étape, mais la deuxième, c'est d'arriver à faire ensemble. Effectivement, nous, on a mené une petite opération, je vous l'ai dit pour la boutade, parce que ça nous a fait vraiment plaisir et c'est notre carburant au quotidien. On a un petit four banal sur la commune de Saint-Paul-de-Tartas. On a des membres de la section qui sont allés couper des arbres qui étaient tombés par la forêt, par la tempête l'hiver dernier. Effectivement, on a rallumé le four cet été et on a lancé, on le fait depuis plusieurs années maintenant, le ramène ta pâte ou le ramène tes pâtes. C'est au bon vouloir. Donc l'idée, le concept, c'est de venir, on allume le feu dans le four une semaine avant, on le met en chauffe progressivement et puis on se donne une soirée où chacun vient avec sa pizza, sa quiche, sa brioche et on partage un bon moment ensemble. Et cette année, on était pas loin d'une centaine. Et effectivement, c'est vraiment, je vous le dis, c'est notre carburant parce que c'est de rallumer des petits feux. Alors on essaie avec les moyens que l'on a. Nous, ça a été village citoyen. On a vu des opérations de bénévillage se mettre en place. Dans certains villages, des envies de faire ensemble, de rénover le métier affairé, des envies de construire un boulodrome. Et après, l'idée, c'est d'arriver à croiser les villages et on peut y arriver. En fait, on pourrait se dire, il est peut-être trop tard. Mais non, je crois que, comme vous l'avez dit, c'est un début. Il faut réapprendre cette culture et c'est possible.
Avant de laisser la parole à Didier Ranc là, pour nous expliquer un petit peu en écho à ce qu'on évoque sur les commandes de section, comment ça se passe sur les prud'hommes, peut-être faire réagir justement aussi à Alain Lagorce sur la question de comment on dialogue avec une collectivité quand on est un collectif d'habitants et que pour le coup, à la différence du modèle associatif où vous choisissez un engagement lié à une cause, etc., là vous êtes lié par rapport à un lieu, par rapport à un usage. Comment est-ce que on entretient la flamme de l'engagement des ayants droit pour que ça soit aussi, on les outille, on les amène à être impliqués dans la gestion, dans le dialogue avec les différents opérateurs que vous avez cités? Oui, alors ça devient un petit peu compliqué. Il faut rappeler quand même. Alors moi, je suis tout à fait du même avis que Marie-Laure au niveau bien sûr de la discussion, du dialogue, en sachant que la confiance, ça se décrète pas, ça s'impose pas, ça s'installe. Et c'est à nous de donner les chances à cette confiance de s'installer en latéral, mais en se posant malgré tout quand même des interlocuteurs plus ou moins égaux, parce que nous, on est quand même les derniers maillons de la chaîne. C'est le maillon qui a les doigts dans la terre, planté dans la terre. Et cette terre, on ne veut pas la lâcher. Et c'est ça notre motivation. On a fait ça quand on a travaillé sur la fouage avec Jean-François sur les lettres de consentement. Les gens à qui j'ai fait raconter leur histoire, parce que finalement, moi, je suis juste la plume de ces gens-là. C'est avec leur tripes qu'ils m'ont raconté leur histoire. C'était prégnant, après, le fuel de ça, effectivement, ça a toujours été comme ça, on ne peut pas nous l'enlever, c'est injuste. Et donc là, après, on cherche des solutions. Et les solutions, elles passent par toutes sortes de contournements, parce qu'aujourd'hui, la législation ne permet pas d'interrompre le cycle de destruction actuel. J'entends, moi, très souvent, oui, c'est trop vieux, il faut le faire disparaître. Mais par contre, on se rend compte, c'est la disparition du réseau sociétal qui est le plus proche des gens qu'on envisage ici dans le monde rural. Et c'est une catastrophe si on fait ça. Et je crois que là, il n'y a pas nos élus dans les deux chambres, hein, quand on leur a présenté des projets en 2013 d'amélioration de la gestion des sections de communes, ils n'ont pas vu ce qui rayait d'un trait de plume. Moi, je peux vous dire que dans les campagnes, on l'a vu. Et là, pour la fameuse formation des bûcherons, j'en ai profité lâchement pour aller retourner voir la maire, aider les habitants. Ils ont pu récupérer l'assemblée de leur village, un bâtiment qui leur était interdit d'accès depuis 18 ans. La clé était à la mairie. Donc il a fallu argumenter, récupérer. Et là, on a pu à nouveau allumer le four banal, faire une fête des voisins. Des gens se sont trouvés, d'autres se sont retrouvés. Les nouvelles générations ont rencontré les anciennes. Donc on fabrique de la société quand on a un projet commun. Un projet commun, c'est bien. Quand c'est une association, ça peut être juste une idée, ça peut être les mobylettes qu'on fait ensemble, etc. Mais un terroir, c'est les tripes. Mais rien d'autre. Hein. Et c'est ça le fuel. Merci. Donc, on a entendu le fruit, le fioul, le feu de bois et maintenant la pêche. Comment Didier Ranc, secrétaire de l'Union des prud'hommes de pêche, vous réagissez un peu à ce que vous avez entendu là sur ces premiers échanges et comment les spécificités de votre forme d'organisation dialoguent avec ce qu'on vient d'évoquer sur ces biens de section? Bon, par rapport à ce que je viens d'entendre, vous êtes au début d'un processus qui quelque part, est en train de faire disparaître tous les communs. Nous sommes à la fin. Et notre processus à nous, on arrive au bout. Les communs ont disparu pour être remplacés par une privatisation de la mer. Alors, bon, avant tout, je vais quand même me présenter. Je suis fils et petit-fils de pêcheurs depuis très longtemps. J'ai vécu dans ma vie professionnelle justement deux modes de gestion, celui des prud'hommes et celui maintenant de la privatisation issue de la mondialisation de 1983. Aujourd'hui, on est donc en plein dedans. Alors, les prud'hommes, c'est une institution très ancienne, moyenâgeuse, qui a été protégée par les rois de France, qui a passé la Révolution. Quand toutes les confréries ont été éliminées, la prud'homie a survécu. Les prud'hommes de Marseille sont montés au
au directoire, je crois. Enfin bon. Et les prud'hommies ont été rétablis. Un décret en 1859 a codifié le mode de fonctionnement, a défini les engins de pêche à utiliser, et les prud'hommies arrivés là-dessus ont pris des réglementations pour gérer la ressource. Alors là, la réglementation, le but à l'origine, c'est déjà les pêcheurs avaient l'accès à la mer était libre. D'ailleurs, en 1859, il y a un article qui prévoyait que l'accès à la mer était libre, sans fermage ni licence. Donc tout un chacun pouvait devenir pêcheur professionnel. Et le rôle de la prud'homie, c'était de gérer déjà tous ces gens-là, qui avaient un rôle dans la société, celui de nourrir des populations, et en même temps de gérer la ressource, donc de permettre à chacun de poser tel ou tel filet à tel endroit avec un tour de rôle, ou de favoriser l'exercice de tous les métiers de la pêche, et afin que chacun puisse réellement en vivre. Donc voilà. Et aujourd'hui, depuis donc la mondialisation, depuis 1983, on nous a mis en place des droits de pêche. Ça a mis des permis de mise en exploitation, des autorisations européennes de pêche, des licences, tout ça. Et le résultat aujourd'hui, c'est que des pêcheurs, il n'y en a plus, ou presque plus. On est au bout. Des bateaux de pêche, donc de moins en moins. La pêche industrielle a été favorisée avec ses droits de pêche. Mais on aurait pu se dire, bon, ça, il fallait le faire, ça va protéger la ressource. Du poisson, il va y en avoir en plus. Eh bien non, du poisson, il n'y en a pas en plus, il y en a même en moins. Et on voit que chaque année, ça s'aggrave. Alors peut-être le réchauffement climatique, qui est pour quelque chose. Peut-être la surpêche des grosses unités, mais aussi peut-être la pollution. On voit que dans la mer, ça va pas bien. Ça va pas bien. Nous, les prud'hommies de pêche, on était aussi des observateurs, des sentinelles. Dès que quelque chose ne va pas, on le voit, on le dit. Mais bon, ça change rien. Hein. Il y a des espèces qui disparaissent alors qu'on ne les pêche plus. Il faut se poser la question. Vous saviez pourquoi ces espèces ne sont plus là? Voilà, il faut... Et donc là, on est au bout d'un système. L'administration me disait récemment, les prud'hommies, c'est obsolète. Bon, c'est obsolète, peut-être. Moi, je pense que non, au contraire, bien au contraire, parce que je pense que c'est d'actualité pour déjà essayer de rétablir tous les déséquilibres que l'on a causés dans la mer, parce qu'on protège des espèces, on en surprotège, on en surexploite d'autres. Donc on crée des déséquilibres. Et voilà, je pense que là, à ce niveau-là, il faut peut-être remettre en place les prud'hommies, les réhabiliter, remettre en place le mode de gestion avec le soutien de l'administration, bien entendu, qui aujourd'hui est défectueuse. Il n'y a plus d'administration. On est seul devant nos problèmes. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La prud'homie aussi, récemment, en juin 2022, les prud'hommies, comme le disait l'avocat tout à l'heure, étaient des personnes morales de droit public chargées de la puissance publique. On est devenu depuis juin 2022 un organisme privé, genre d'association, sans plus avoir les mêmes droits, les mêmes pouvoirs, les mêmes prérogatives. Voilà, alors, je veux dire, moi, en tant que prud'homme assermenté, même président du tribunal de pêche, j'ai du mal à convoquer un de mes pêcheurs devant le tribunal de pêche pour lui signaler une infraction ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne le ferai pas. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on en est arrivé à un point où on fait tout et n'importe quoi. Il n'y a plus les règles de la prud'homie, donc les limitations de filets ne sont plus respectées, le temps de pêche n'est plus respecté, donc on gaspille. On gaspille parce que on ne fait plus appliquer les règles. On est au bout d'un système et dans 10 ans, les pêcheurs, il n'y en a plus. Les plus jeunes aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 50 ans. Mon fils, il a 42 ans, voilà, et lui, il survivra peut-être un petit peu parce qu'il a des droits de pêche que j'ai acquis et que je lui ai donnés. Bon,
Je suis contre ces droits de pêche, mais je suis là pour le dire, mais en attendant, c'est le système. Je suis obligé de passer à travers. Et donc, ces droits que j'ai acquis, je lui ai donnés. Peut-être qu'il va survivre un peu plus longtemps que les autres, mais voilà, on est au bout. On est au bout de cette gestion de bien commun qu'est la ressource. Voilà. D'accord, merci. Merci de ce témoignage et de ce point important aussi de voir comment des processus en cours peuvent être aussi, c'est l'adresse initiale que vous faites, vous dites vous êtes pour les biens de section communaux dans ce processus-là. Comment est-ce que, si je vous questionne là-dessus, qu'est-ce qui permettrait d'éviter ce que vous avez décrit de manière très précise sur votre univers par rapport à ce que vous entendez des biens de section communaux? Pour éviter, il faut réhabiliter les prud'hommes dans leurs droits, dans leurs attributions, dans leurs prérogatives. C'est nous, pêcheurs, qui gérons la mer, qui gérons la ressource, avec nos prud'hommes, avec nos tribunaux de pêche. Et ça, il faut le réhabiliter. Pour moi, c'est la seule solution pour l'avenir. Et autant pour la ressource, pour l'environnement, pas que pour les pêcheurs. C'est tout un système qu'il faut impérativement réhabiliter si on veut sauver notre Méditerranée. Parce que, comme je vous disais, on crée des déséquilibres. Il y a des espèces qui vont très bien. Et il y en a une, par exemple, c'est le mérou. Le mérou, on l'a protégé, on l'a sauvé. Moi, quand j'étais jeune, le mérou, je ne savais pas ce que c'était. Mon père, il m'en parlait, mais je ne savais pas ce que c'était le mérou. J'ai pêché mon premier mérou à 37 ans. À partir du moment où la pêche à la chasse sous-marine avait été interdite, où il a commencé à être protégé, j'ai pêché mon premier mérou. Aujourd'hui, les mérous, il y en a plein. C'est parfait. Sauf que le mérou, il mange beaucoup de poulpes. Les poulpes, il n'y en a plus. Voilà. Et l'autre effet, on va dire, favorable, c'est que le poulpe mange beaucoup de langoustes. Les langoustes reviennent. Vous voyez, on crée des déséquilibres. Voilà. Alors qu'avant, il y avait, naturellement, il y avait des poulpes, des langoustes, des mérous, il y avait tout le monde. Tout le monde était là. Et pour d'autres. Il y a des espèces de poissons qu'aujourd'hui on ne pêche plus parce qu'on ne les vend plus, il n'y a plus de marché. Des poissons ordinaires que les pauvres gens achetaient avant pour se nourrir. Aujourd'hui, on ne les pêche plus, il n'y a plus de marché, mais on a quand même les filets pour les prendre. Ils n'existent plus, ces poissons. Alors c'est là qu'on peut se poser des questions par rapport à la pollution, peut-être. La pollution, tout ce qui arrive de la terre, qui va à la mer, les produits chimiques, les pesticides, tout ça, ça a peut-être une incidence sur le plancton. Et c'est ce que disent les scientifiques pour les sardines. Les sardines ne grossissent pas parce qu'elles ne trouvent plus le plancton pour se nourrir. C'est ce qu'ils disent. C'est fort possible. Voilà. Et nous, il y a d'autres espèces comme ça qui se nourrissent de plancton que l'on ne trouve plus, qui n'existent plus. Et pourtant, on a ce qu'il faut pour les pêcher. Sur le plan sémantique, est-ce qu'on peut faire une remarque pour expliquer ce qu'est la prud'homie? Prudentia, en latin, ça veut dire la sagesse. Donc le prud'homme, c'est l'homme sage. Sage, exact. Merci de ces précisions qui renvoient, on voit vite le lien effectivement avec les enjeux, que ce soit maritimes ou terrestres, sur les enjeux de biodiversité, d'environnement. Et on va tenter un lien avec la commune de Chanaleille, avec son maire Alain Châteauneuf, qui normalement est en ligne et nous écoute ou essaye de nous écouter avec les contraintes techniques de ce type d'organisation. Alain, donc la commune de Chanaleille, c'est, je crois, en superficie aussi grand que Retournac, mais avec beaucoup moins d'habitants. Et ça a été dit tout à l'heure en introduction. Vous avez notamment des tourbières, vous avez toute une série de communs qui gèrent des enjeux environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la manière dont tout cela fonctionne sur votre commune? Oui, voilà. Donc, je suis ravi d'être avec vous. J'aurais préféré être avec vous au Sénat. Donc, bonjour à vous tous. Une petite présentation rapide de la commune. La commune, c'est 4852 hectares, 2500 hectares de forêt, 1750 hectares de biens de section sur 7 sections.
J'ai environ 1000 hectares de soumis au régime forestier et il y a 120 hectares qui ne sont pas soumis, des forêts sectionnelles qui ne sont pas soumises. 250 hectares de parcelles agricoles et 380 hectares de pacage collectif. L'altimétrie de la commune, ça va de 1070 mètres à 1486, pratiquement 1500 mètres. J'ai 180 habitants qui vivent à l'année sur la commune. Il y avait 1011 personnes en 1900, donc c'est quand même des territoires fragiles. 22 exploitations agricoles, c'est la principale activité, suivi du tourisme. Grâce au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous avons une activité, le Saint-Jacques génère à peu près quasiment 1 million d'euros de retombées sur la commune avec les gîtes et la restauration. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène, ce Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut le souligner. Il y a des gîtes, la restauration, ferme auberge, un important patrimoine bâti. Voilà, alors je vais vous parler peut-être un peu plus en détail de la forêt. Donc, la forêt et un peu d'historique aussi, parce que toutes ces crêtes de margeride c'était des terres de pastoralisme jusqu'à la Première Guerre mondiale. 26 000 brebis montées du sud de la France, de Montpellier, Nîmes et Alès, et venaient packager sur la margeride. On a par ailleurs retrouvé un procès entre l'évêque de Mende et l'évêque de Montpellier, où chacun se disputait l'impôt. Un disant les terres sont à nous, et l'autre, l'évêque de Montpellier, disait c'est nos brebis, donc c'est nous qui percevons l'impôt. Donc c'est important le contexte. Ces biens de section, on les retrouve. Il y avait de grands domaines sur la commune, donc il y a le domaine du Sauvage qui faisait à l'époque 1000 hectares, et les paysans, c'est très pauvres, la margeride, venaient amener des bêtes, leurs bêtes packagées sur ces gros domaines. Et au bout d'un moment, ces propriétaires en ont eu un petit peu marre et donc ils ont cédé. Le Sauvage, c'était 1000 hectares à l'époque. On a 800 ans d'histoire dans les archives départementales. Aujourd'hui, c'est 750 hectares. Et sur ces 750, donc il manque 250 hectares. Et c'est la section de Chazot et de Madrière principalement qui ont profité du don de ces terres. Donc il y a une histoire. Il y a une histoire qu'il ne faut pas oublier. Dans les années 60, de nombreuses plantations d'épicéas, il fallait une espèce à croissance rapide. Donc, le choix s'est porté sur cette essence. Aujourd'hui, ça permet environ, il y a à peu près 1000 mètres cubes de bois qui quittent la commune. On a la chance d'avoir un garde forestier sur place avec qui ça se passe plutôt très bien. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Nous sommes les propriétaires, ils sont là pour nous aider, l'ONF est là pour nous aider dans la gestion, mais souvent ils s'octroyaient des droits. Donc nous, c'est les habitants des sections qui prennent la décision finale de vendre ou de pas vendre. Voilà. Nous nous sommes retrouvés jusqu'en 2012, donc on arrivait à répartir en espèces les revenus de ces forêts. C'était comme ça depuis des temps, c'était comme ça. C'était pas forcément des fortunes, mais ça permettait un petit à côté pour la population. Bon, depuis 2012, on n'a plus le droit, on a intenté, enfin, on a pris une délibération, on a réparti, on a été assigné devant les tribunaux. Je crois que Maître Riquet est parmi vous. C'était lui qui nous défendait. Donc aujourd'hui, on peut répartir, on va le faire. D'ailleurs, on va essayer de le faire. On a pris une délibération dans ce sens. On va essayer de répartir donc les revenus. On a bien précisé que c'était du bois d'affouage. Pour l'instant, la délibération n'a pas été attaquée. Quand on va mettre en paiement, c'est des petites sommes, hein, c'est de l'ordre de 300 à 400 euros. On va bien voir la réponse comment les services de l'État vont appréhender la chose. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est l'absence de commission syndicale, parce qu'il y avait une gestion, nous les choses étaient organisées, c'est-à-dire que une fois par an, le garde forestier voyait le président, le trésorier et les membres de la section, et il décidait de ce qu'il y avait à faire sur la section en termes de travaux ou en termes de vente de bois.
Donc maintenant, c'est le conseil municipal qui gère. Moi, j'ai essayé de créer une commission forêt par section, mais comme il n'y a rien d'officiel, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est une chose importante, c'est que les gens soient vraiment partie prenante des décisions sur chaque village. Sur ces sections, il y avait, moi j'ai connu, tous les habitants consacraient une journée au printemps et à l'automne à faire des travaux sur la voirie. On a essayé aujourd'hui c'est la commune qui souvent fait l'entretien, mais on tient à ce que chaque section balaye son village. On a des balayeuses, on les met à disposition des sections, de façon à ce que ce lien perdure. Ça nous semble important que les gens ils se parlent, il y a ce côté qui est pour moi extrêmement important. Voilà, c'est du vivre ensemble, quoi. Donc, je vous le dis, les commissions syndicales, ce serait si elles pouvaient être réactivées quelque part, ce serait une très belle chose. Ça a simplifié la vie des gardes forestiers, comme je vous ai dit. Il y avait dans la gestion, c'était vraiment important. Moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est que les sections puissent faire des acquisitions foncières. Puisqu'elles sont propriétaires, je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas acheter des terres. Moi, j'ai sur la commune des exploitations qui, dans quelques années, vont cesser. Je ne suis pas sûr qu'un jeune soit prêt à mettre des milliers d'euros dans de l'achat de terrain, alors que si les sections pouvaient acheter et peut-être mettre à disposition de jeunes agriculteurs sous contrôle de la SAFER, sous contrôle de services de l'État, pourquoi pas, mais ce pourrait être une solution à l'installation, quoi. Ça pourrait être une aide à l'installation. Donc il y a des choses comme ça, je pense. Après, nous, on avait travaillé sur l'implantation d'une centrale solaire, mais j'ai un petit peu laissé tomber. On a des zones qui sont rasées par des tempêtes et l'idée, c'était de le retrouver. J'ai peur, il y a un risque d'incendie majeur. Donc, je suis un petit peu inquiet parfois, donc j'aurais souhaité qu'on puisse peut-être et puis utiliser ces espaces. Mais bon, autant on avait des incitations des services de l'État, du sous-préfet qui nous disaient qu'il faut y aller, puis quand on avance, on se rend compte que il y a plein de contraintes et que voilà, donc bon, on a un peu jeté l'éponge. On avait été évoqué aussi en termes d'énergie avec les sections, peut-être l'installation de petites centrales sur chaque village avec les revenus de vente de bois. On réfléchit, voilà. Je voulais vous parler aussi d'un sujet qui me tient fortement à cœur, c'est l'eau. L'eau, moi je me suis battu pour garder la gestion de l'eau pour plusieurs raisons. Déjà, c'était nos anciens qui, entre 58 et 65, avaient fait tous les travaux, sans matériel souvent. C'était compliqué. Les tuyaux étaient payés par les ventes de bois des sections. Moi, j'ai repris la plupart de ces réseaux, mais j'ai gardé l'esprit de l'époque, c'est-à-dire que on n'a pas cherché à regrouper, à prendre une grosse source. Non, on a essayé bien au contraire, de garder ce que nos anciens avaient fait, de le reprendre, l'améliorer, mais de garder ce qu'ils avaient observé. Ils avaient une connaissance certainement beaucoup plus pointue que nous de la nature, puisqu'ils y vivaient vraiment en beau contact. Donc on a gardé toutes les sources, on a fait des interconnexions on se rend bien compte qu'il y a un changement climatique. Je ne sais pas si on peut parler de réchauffement ici, mais on peut parler on observe effectivement un dérèglement. Moi, l'eau, c'est quelque chose qu'on suit depuis très longtemps. Je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais j'avais amené des plans je travaille avec un ami qui est géologue. On essaie de comprendre ce qui se passe.
dans le sol. Et on essaie surtout d'anticiper des événements climatiques, de grosses sécheresses type 2022. Donc, l'eau, ça me semble très, très important, quoi. Voilà, que vous dire de plus? Il y a tant à dire, mais je pense qu'il faut vraiment que les gens des villages soient associés davantage aux décisions. Ça me semble extrêmement important. Voilà. Merci Alain de ce panorama complet qui touche vraiment beaucoup de dimensions. On le voit sur un mot qui n'a pas été prononcé aujourd'hui, mais qui est déterminant dans la manière dont on a de lire aussi les enjeux. Vous êtes des aménageurs du territoire. Et que c'est par cette accumulation, cette intrication de la gestion locale de ces territoires à la maille des sections, à la maille des communes, avec toute une série d'enjeux que vous êtes amenés à relever. On l'entend aussi, sans que là aussi le terme ait été formulé, la carence en termes d'ingénierie. Vous êtes détenteurs de connaissances, tous, les ayants droit comme les élus. Et comment est-ce qu'on arrive à faire un peu cet amalgame pour que ces enjeux-là que vous gérez, qui peuvent faire l'objet de potentiellement, et on l'a entendu aussi ce matin, parfois de controverses, mais vous le gérez ensemble. Donc peut-être avant de faire une pause méridienne méritée, comme y invitent les organisateurs, peut-être tous les trois ici, et si Alain peut le faire aussi, comment est-ce que si on inverse la lecture, qui parfois apporte des éléments de frein, de contraintes, de limites. On voit aussi qu'à l'inverse, sans utiliser la métaphore du fond de la piscine, mais que vous êtes malgré tout détenteur d'une large partie de la solution à l'échelle locale. On l'a entendu à la question de l'association, d'organiser peut-être différemment la question du dialogue local, peut-être d'être davantage accompagné par des opérateurs extérieurs, d'où la question de l'ingénierie, pour faciliter parfois de mettre de la médiation, on va dire les choses comme ça, pas nécessairement dans la question simplement de la gestion des conflits, mais bien dans la question des mécaniques de création de dynamique, de gestion. Comment est-ce que Jean-François Parole à Monsieur François Ferral. Oui, sur ce sujet notamment. Oui. Je vous remercie. D'abord, je remercie les organisateurs. Je me présente. Je suis François Ferral. Je suis donc professeur des universités en droit public, émérite, donc c'est mon passé. Mais j'ai été aussi marin-pêcheur donc en Languedoc et membre d'une prud'homie. Je voudrais compléter rapidement les propos du prud'homme-major Didier Ranc, ici présent, qui est un véritable magistrat, pour dire très rapidement en 3 mots la complexité juridique dans laquelle se trouvent les prud'homies désormais. Comme il vous a expliqué, les prud'homies sont des créations, ce sont des ordres professionnels d'ancien régime qui gèrent ce que l'on appelle des petits métiers. Les caractéristiques de la pêche en Méditerranée, c'est qu'il y a un chapelet de ports qui sont des villages de pêcheurs et chacun, en définitive, s'organise en communauté, à l'origine tout au moins. La prud'homie n'est que, comme dirait le doyen Oriou, que la stylisation juridique de ces communautés. Elle se dote de magistrats qui sont élus tous les 3 ans, et ces derniers ont des pouvoirs juridictionnels. D'abord, ils tranchent les litiges entre les pêcheurs, ils élaborent en communauté, lorsque l'Assemblée générale de la prud'homie se réunit, donc des réglementations internes qui sont d'abord opposables évidemment aux pêcheurs, et l'adhésion des pêcheurs de Méditerranée aux prud'homies de pêcheurs est obligatoire théoriquement, même si l'administration. Bon. Ce système a perduré malgré la Révolution. Les prud'hommes de Marseille sont montés voir les députés de la Convention pour dire si vous nous supprimez les prud'homies, nous ne monterons plus sur vos vaisseaux pour combattre les Anglais. Immédiatement, la Convention a compris ce qu'il en était et elle a même encouragé la création des prud'homies dans la plupart des villages de Méditerranée, et c'est une caractéristique de la Méditerranée. Le rôle objectif donc de la prud'homie, c'est de répartir, comment dirais-je, l'accès au bien commun avec 2 principes juridiques très simples. La mer est à tout le monde, mais tout le monde doit pouvoir vivre son métier.
ce qui était très simple parce qu'il y a une multiplicité de métiers comme il y a une biodiversité extraordinaire en Méditerranée. Et je dirais que pour chaque espèce, il y a un engin de pêche particulier. Or, ces engins de pêche se croisent selon les sites et selon les saisons, sont en compétition les uns avec les autres. Il fallait à tout prix, pour que les pêcheurs ne se disputent pas sans arrêt, jusqu'à aller jusqu'au meurtre, il fallait une autorité, et c'est une autorité, vous voyez, qu'il est démocratique. La prud'homie, par le décret de 1859, qui est un décret impérial de Napoléon III, qu'en faire? L'autorité étatique à dire qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là, effectivement. Eh bien, on a associé les communautés à la police des pêches de Méditerranée. C'est-à-dire qu'en définitive, la police des pêches de Méditerranée, qui a été étatisée à un moment donné, a compris qu'il fallait une autorité de subsidiarité, comme on en parle depuis ce matin, et l'autorité de subsidiarité, évidemment, c'est la prud'homie des pêcheurs. Voilà. Je partage le pessimisme parce qu'à partir des années 60, les prud'homies ont été totalement marginalisées et un nouveau modèle a été mis en place, c'est le domaine d'accès aux biens publics halieutiques sous forme entrepreneuriale. Et on a vu à ce moment-là, non pas avoir des petits métiers avec des petites embarcations, donc effectivement pêcher la biodiversité méditerranéenne, on a vu se développer une concentration considérable des armements qui est aujourd'hui illustrée par la pêche au thon rouge. La pêche au thon rouge en Méditerranée, les quotas de pêche sont à 90% entre 2 armements de 7. Or, dans l'histoire de tout ce chapelet de ports, évidemment, l'accès aux poissons bleus était fondamental pour équilibrer, évidemment, l'exploitation donc des uns et des autres. À partir du moment où le poisson bleu a été confisqué par les grands armements, la difficulté des petits métiers n'a fait que s'accroître. La grande difficulté aujourd'hui des prud'homies, c'est la déliquescence des communautés et la crise démographique de la petite pêche. Avec une bureaucratie hystérique, lorsque j'ai commencé la pêche à 14 ans, je me suis embarqué sur le bateau de mon père, puis au bout de 3 ans, j'avais le statut de patron, etc. Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un jeune de s'armer à la pêche. Et ce n'est pas qu'un Languedoc. Je reviens de Polynésie, c'est exactement la pêche sur l'île de Mooréa. La petite pêche disparaît complètement au profit d'autres activités. Cependant, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon grand ami Didier Ranc, il y a un espoir. Et ici, il y a présent Eva Jaouen qui met en place, vous avez compris que l'autorité de la prud'homie, c'est une autorité juridictionnelle qui est en relation avec l'État. Mais elle a la personnalité juridique et elle a des pouvoirs d'autorité. À partir de là, elle peut élaborer un plan de gestion halieutique sur sa circonscription. C'est ce qu'a entrepris de faire à l'heure actuelle les 50 pêcheurs donc, de la prud'homie de Palavas. Mais tout est à faire, bien entendu. Eva Jaouen, à l'heure actuelle, a été embauchée, entre guillemets, sous un contrat compliqué qu'on appelle le contrat CIFRE, pour élaborer ce plan de gestion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... et on est dans une transformation, en définitive, de l'institution d'une institution qui est un ordre professionnel, devient une institution de gestion grâce à sa personnalité juridique et grâce au fait que sa circonscription est définie par l'État. Cela suppose évidemment que désormais la prud'homie soit regardée autrement que comme un vestige de l'ancien régime. Je m'excuse d'avoir été bavard, mais je voulais donner quelques lumières donc, au très bel exposé qu'a fait Didier Ranc, avec un pessimisme que je partage, mais pour lequel, effectivement, nous pouvons avoir une réflexion. Et par ailleurs, j'étais très intéressé, évidemment, quoique je ne sois qu'un maritime et que je n'ai pas un seul arpent de terre donc avec moi, voir à quel point au niveau des communes, puisque les sections de communes ont la personnalité juridique, elles ont des capacités juridiques. Servons-en nous. Je vais vous prendre le dernier exemple, parce que vous savez, les méridionaux sont très bavards. En Nouvelle-Calédonie, les terres coutumières appartiennent aux clans dont la personnalité juridique a été reconnue par des arrêts de la Cour de cassation. Les terres coutumières, aujourd'hui, on peut y mettre un aéroport dessus. Mais ce sont des terres coutumières, imprescriptibles, inaliénables. Quelle est la solution ?
Eh bien, ce sont ce que j'avais mis en place, en particulier sur les îles Loyauté, eh bien, des conventions publiques coutumiers. Et quand une route traverse une terre coutumière imprescriptible inaliénable, ce n'est pas vraiment un ouvrage public, c'est un ouvrage public coutumier. Donc il faut que les juristes, nous nous mobilisions pour avoir un petit peu d'imagination et essayer de nous servir un petit peu des personnalités morales. J'arrête là et je vous prie de m'excuser pour la longueur de mon exposé. Merci. C'est une preuve de plus du sujet clé aussi transversal à tous ces sujets, c'est la question de la diversité des territoires. Il y a quelques années, avant le Covid, on était interpellé par les pouvoirs publics sur la question de la différenciation. Le Covid a interrompu tout ça. Et pour vous donner un exemple comme quoi l'oscillation est la règle de... Parce qu'on a beaucoup parlé de l'État là en creux sur son absence, son insuffisance ou parfois sa difficulté à aider les acteurs du territoire. Là, par exemple, dans le PLF 2026, on vient d'apprendre que l'État voulait uniformiser les dotations d'aide à l'investissement des collectivités territoriales. Donc voilà, c'est pour vous le long cours. Ce que je retiens aussi, c'est que, comme souvent dans ces colloques, les interstices et les échanges à la pause sont utiles. Donc on aura, comme on n'a pas le temps de reprendre la discussion, l'occasion de dégager des pistes peut-être de synthèse de cet atelier dans les tables rondes de cet après-midi. Je vois aussi un point intéressant pour nous, c'est aussi l'alliance des territoires, en l'occurrence entre les territoires maritimes et ruraux. On a sans doute beaucoup de choses à travailler ensemble. Merci beaucoup.